sur les insectes, et notamment des 3 plans qui sont déclinés en Occitanie. Donc les plans régionaux d'action odonates, papillons de jour et pollinisateurs. Alors que sont les PNA? En fait, les PNA, c'est plans nationaux d'action, sont des outils stratégiques du ministère de l'écologie et qui visent à maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable des espèces de faune ou de flore ou menacées ou qui font l'objet d'un intérêt particulier. C'est des outils qui sont mobilisés lorsque d'autres politiques, notamment les politiques réglementaires, sont insuffisantes pour atteindre cet objectif. Et c'est des outils qui sont en réponse aux engagements européens et internationaux de la France, et notamment des 2 grandes directives européennes, dites Oiseaux et Habitat Faune Flore. Donc c'est des outils qui sont issus du Grenelle de l'environnement, mais par contre qui ne sont pas des outils réglementaires, contrairement par exemple à la liste d'espèces protégées qu'on pourra évoquer. Voilà. Ces outils, ils visent à stopper la perte de biodiversité et notamment avec des actions ciblées sur les espèces ou des groupes des espèces considérées comme menacées. Donc on a des PNA sur les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, des plantes endémiques, etc. On a tous entendu parler par exemple, du PNA Bonelli, donc de l'aigle de Bonelli. Il y a des PNA aussi pour les insectes. Alors, ce sont des outils qui sont pilotés par le ministère de l'écologie au niveau national et qui sont issus d'une concertation d'acteurs concernés. Et pour chaque PNA, on a un animateur national. Donc, il y a 80 PNA en France et il y a des déclinaisons régionales possibles. Et notamment en Occitanie, on en a 44 qui sont animés, donc, dont la DREAL Occitanie assure le secrétariat. Et puis, sur les 44, on en a 12 qui sont, dont la DREAL est la coordinatrice au niveau national. Voilà. Donc, ça illustre aussi que notre région est une région très, très riche, cette diversité de PNA. Alors, c'est une stratégie à moyen terme de 5 à 10 ans qui se réalise selon 3 axes opérationnels, avec des actions sur connaître et suivre, gérer et protéger et animer et informer. Alors pourquoi les PNA sur les insectes? Certains d'entre vous l'ont dit, hein, on a des espèces indicatrices de l'état de conservation des écosystèmes. Les insectes sont des sentinelles, en fait. Ils nous informent de l'état de la biodiversité. On a beaucoup d'espèces qui sont ambassadrices, c'est-à-dire qui vont porter un message sur le déclin de la biodiversité, sur la richesse, la diversité, etc. C'est un peu les mots-clés que vous avez dit. Hein. Et puis, on a des espèces qui sont parapluies, c'est-à-dire qu'en général, des actions qui vont être ciblées sur certaines espèces vont favoriser d'autres espèces. Les insectes, pourquoi les insectes? Leur rôle dans les services écosystémiques et la fonctionnalité des écosystèmes sont vraiment importantes et se font grâce aux insectes. 40 000 espèces d'insectes en France, donc c'est à peu près c'est plus des 3/4 de la diversité du monde animal en France. Et donc du coup, effectivement, c'est un peu comme le disait un des intervenants, c'est un peu les grands oubliés. C'est-à-dire que sur les 40 000 espèces, on n'en connaît malheureusement qu'un petit nombre. Alors pourquoi des plans nationaux d'action? Parce que les insectes sont en général menacés. Quand on regarde en détail certaines publications, notamment, je pense que vous avez tous entendu parler de la publication allemande qui fait l'état d'une baisse de 80% de la biomasse des insectes volants dans 27 réserves naturelles en Allemagne. Quand on extrapole ça à l'échelle de la France ou à d'autres pays de l'Europe, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un grand déclin. La petite anecdote, c'est de dire que, par exemple, il y a 20 ans, quand on se déplaçait sur l'autoroute, on nettoyait le pare-brise régulièrement parce qu'on avait des moucherons. Aujourd'hui, on peut faire 200 km. Et croyez-moi, j'en fais souvent au travers de mon travail. Et malheureusement, on nettoie plus le pare-brise parce qu'il n'y a plus d'insectes volants, quoi. Très, très peu. Par exemple, les dernières études européennes ont montré que 70% des papillons de prairie avaient disparu durant ces 50 dernières années. Un rapport de l'IPPBS montre que 40% des espèces de pollinisateurs invertébrés, notamment les abeilles sauvages et domestiques, et les papillons, sont en voie de disparition.
On parle souvent de l'abeille domestique. Faut voir qu'à côté de cette abeille, on a 900 espèces d'abeilles sauvages en France. Et malheureusement, une bonne partie sont menacées. Alors, le contexte en Occitanie, on a la chance d'avoir une région un peu carrefour biogéographique, avec un grand nombre d'espèces d'insectes, notamment endémiques. Aujourd'hui, le SINP, donc le système d'information de la nature du paysage, donc qui est un système qui vise à diffuser la connaissance et les données sur les insectes. On a recensé à peu près 10 579 espèces dans nos bases de données. Sur les 40 000, on peut s'attendre à 3 fois ce chiffre, hein, en fait. Malheureusement, comme on a un groupe avec des grands oubliés, notamment on a des groupes comme sur lequel justement travaille Jean-Michel Stretto, il y a très peu de spécialistes, par exemple sur les hémiptères. Et effectivement, on a un peu un groupe qui est négligé par rapport à d'autres, par rapport au grand public, quoi. C'est le cas pour beaucoup de diptères, pour beaucoup d'hyménoptères, donc tout ce qui est mouches, abeilles, fourmis, etc. On n'a pas ce niveau de connaissance sur tous ces groupes et on se retrouve avec, malheureusement, pour l'instant, on va dire à peu près un tiers de la faune connue sur la faune attendue, quoi. Voilà. L'Occitanie, c'est une des premières régions agricoles en France en termes de superficie, donc 12% de la SAU, 3,5 millions d'hectares de terres agricoles, 2,7 millions d'hectares en surface forestière. Donc des territoires qui ont été façonnés par l'homme, mais aussi avec des fortes pressions, l'aménagement du territoire, l'intensification, la déprise agricole, le changement climatique, donc je vais vous en parler, qui malheureusement jouent sur les insectes. Donc les insectes sont menacés. Une des premières causes, c'est l'artificialisation, c'est-à-dire que sur notre territoire, pour vous donner un chiffre, c'est à peu près 2000 habitants qu'il y a tous les mois en Occitanie en plus. Ça représente une ville comme Narbonne tous les ans. Donc vous imaginez derrière l'infrastructure routière, les habitations, les commerces, les transports, l'énergie, etc., ce que ça implique. Là, j'ai illustré avec une diapositive sur une photo aérienne, Marguerite, donc qui était une petite commune à côté de Nîmes, qui aujourd'hui on va dire, quasiment multiplié par 10 sa surface en termes d'aménagement. Donc, vous pouvez vous amuser à regarder, remonter le temps sur le site de l'IGN et vous verrez que malheureusement, autour des grandes agglomérations comme Toulouse et Montpellier, l'artificialisation a été très conséquente. On a aussi l'intensification de l'agriculture. Ici, je l'illustre avec la vallée de la Dour, en haut à droite, où on a la maïsiculture qui a remplacé les prairies alluviales et de nombreux talus qui ont été rasés. Les surfaces aussi des parcelles en moyenne ont augmenté, c'est-à-dire qu'on a forcément des talus, des bosquets, des haies qui ont disparu, quoi. Et à côté de ça, malheureusement, on a aussi l'échec du plan Ecophyto, c'est-à-dire qui visait à diminuer les produits phytosanitaires. Malheureusement, même les chiffres en Occitanie montrent que l'utilisation elle est toujours massive et croissante des pesticides. Donc là, il y a vraiment un virage à amorcer le plus rapidement possible par rapport à ça. Et puis, à côté de ça, sur les zones de relief, on a une déprise agricole avec un boisement spontané. Ça peut être aussi, dans certaines zones, de l'enraisinement. Et du coup, on a une perte des milieux ouverts, c'est-à-dire des prairies, et du coup, on va avoir une diminution de milieux favorables à un grand nombre d'espèces de milieux ouverts, quoi. Voilà. Et puis, il y a le changement climatique. Alors, sur cette diapo, à gauche, vous voyez en fait les simulations qui ont été faites sur l'étage alpin. Donc, c'est sur le guide des îles froides d'Occitanie, qui est un super document qui montre justement l'évolution du climat de l'étage alpin en fonction de différents scénarios. On a un état actuel aujourd'hui, voilà la surface que représente à peu près l'étage alpin, en bleu ici. Et puis, avec une hausse des températures de 1,4 degré, on voit que la surface, elle diminue. Et puis, à 4,9, on voit qu'il y a quasiment plus d'étage alpin. Donc, toutes les espèces qui sont inféodées à cet étage-là, donc les espèces d'altitude, avec le scénario à 4,9 degrés, elles disparaissent. Aujourd'hui, tous les scénarios montrent qu'on est à peu près à 2 degrés
au-dessus de de ce qu'on attend par rapport en moyenne, quoi. Donc, on est entre le scénario 2 et 3, quoi, voilà. Alors, sur la droite, vous avez. Alors, c'est un article qui est très bien fait avec une petite simulation qui est sur Le Monde et c'est un visualisateur du réchauffement climatique en France. Et on peut le voir pour chaque ville. Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle ville, on va dire, de ville de taille moyenne. En général, vous pouvez choisir Montpellier, Toulouse, Nîmes, etc. Et donc, les grandes agglomérations sur les départements. Et puis, vous voyez l'augmentation de la température. Donc, on a une échelle qui va de 10,6 degrés à 14 degrés en moyenne sur notre pays. Et on voit l'évolution depuis de 1900 jusqu'à 2020. Et on s'aperçoit que à partir de 1990, la machine s'est un peu emballée. Et à partir de 2010, la machine s'emballe vraiment. Et là, on a des moyennes. En gros, on bat des records tous les mois ou tous les ans, au moins, depuis 2010, quoi. Donc, c'est assez inquiétant. Et ça a des conséquences aussi bien sur les espèces qu'on va trouver en plaine, des espèces qui, en garrigue, n'arrivent plus à survivre parce qu'il fait trop chaud. Et puis en montagne, même chose. Donc on a un déclin massif, et nous, on s'en aperçoit de plus en plus sur le terrain, qui est vraiment lié au climat, quoi. Alors les PNA, on a 3 PNA sur les insectes en France. Chacun de ces PNA a fait l'objet d'un premier plan sur 5 ans. Donc on a le PNA Odonate, Papillon de jour et France Terre de pollinisateurs. Ils sont tous terminés en 2015 ou 2020 pour les pollinisateurs, et avec une évaluation en 2019 pour les odonates, 2018 pour les papillons de jour et 2020 pour le. Donc tous ces PNA ont été validés par le CNPN au niveau national et ont été plutôt bien accueillis et ont fait quand même l'objet d'un succès puisqu'ils ont été pris en compte dans beaucoup de régions. Et du coup, au succès de ces PNA, le ministère a décidé de poursuivre ces PNA. Et donc, on part sur des deuxièmes plans. Pour les odonates, on est passé de 18 espèces à 33 espèces concernées. Et puis, pour les papillons de jour, on est passé de 5 espèces, les Macunia. Donc, Macunia, espèce dont vous parlera Valériane, à 38 espèces. Et puis, pour le PNA France Terre Pollinisateur, on a plutôt une approche sur la fonction et le service écologique que sur l'approche spécifique, quoi. Concernant ce dernier PNA, aujourd'hui, il y a le PNA qui est animé par l'OPI a été repris par le ministère de l'écologie, qui s'est associé avec le ministère de l'Agriculture pour faire un plan carrément gouvernemental, donc un plan assez ambitieux, qui est aujourd'hui en période d'évaluation. À l'échelle de l'Occitanie, on a eu 2 premiers PNA sur les odonates, rédigés par le Conservatoire des espaces naturels à Midi-Pyrénées à l'époque, et puis pour le Languedoc-Roussillon par l'OPI et les écologistes de Lozère et le Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on part sur un nouveau plan odonate, donc qui sera rédigé en fin d'année 2021. Et avec comme opérateur le CNE Occitanie en collaboration étroite avec l'OPI. Donc on est en phase de rédaction actuellement et puis on a démarré l'animation cette année de ce PNA avec un premier webinaire qui a eu lieu sur le PNA Odonate. Même chose pour les papillons de jour. C'était les mêmes structures à l'époque qui travaillaient sur les anciennes versions. Et aujourd'hui, on a élargi ce PNA à 57 espèces, avec une approche par cortège, parce que 57 espèces, c'est beaucoup d'espèces, en fait, concernées. Et du coup, là, c'est l'OPI qui rédige le travail en collaboration avec le CNE Occitanie. Voilà. Donc, pareil, on est dans une phase de rédaction et d'animation. Cette année, normalement, il devrait y avoir 3 plans de rédigés. Et le dernier, c'est le PNA pollinisateur. Là, c'est l'OPI qui le pilote en collaboration étroite avec le GDR Pollinéco, qui est un groupement de recherche. Donc, pour ces 3 PNA, on a l'ADREAL qui coordonne le travail, et puis c'est le CEN, l'OPI et le GDR Pollinéco qui travaillent à rédiger 3 documents qui devraient voir le jour en fin d'année cette année.
Pour le PNA pollinisateur, normalement, septembre, on aura un document pour le grand public. Ces PNA, on a donc, je vous le disais, un coordinateur, des opérateurs, et puis on travaille avec des comités de pilotage, donc, dont en général on a la région Occitanie, l'ARB, les conservateurs botaniques, etc. Et puis des collectifs, parce que ces PNA, ça ne se fait pas à 3 structures, ça se fait en fait en collectif, au travers de séminaires, de webinaires, et puis de groupes de travail, pour une rédaction et une animation qui se veut en fait concertée. C'est-à-dire que le document, même s'il est rédigé par le SEN d'un côté et l'OPIP de l'autre, c'est toutes les personnes qui participent à ces séminaires, à ces webinaires, qui en fait écrivent le document, quoi. Nous, on le met simplement en forme. Alors, ces PNA, il y a des actions qui vont être déployées ou renforcées à l'échelle de la région, avec les 3 axes opérationnels: connaître et suivre, gérer, protéger, animer, informer. Donc ça peut être des actions sur la formation, sur la mise à disposition de documents, assurer la communication sur les enjeux insectes, la prise en compte des insectes menacés dans les politiques publiques, notamment de protection de la biodiversité. On a de l'amélioration des connaissances sur la biologie et l'écologie d'insectes menacés. On peut avoir des études scientifiques sur les espèces du PNA. On a toujours ce volet de mieux faire connaître les insectes. Et puis, cette connaissance, c'est grâce à la gestion et l'animation de bases de données régionales sur les insectes, dont le SCNP, dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Et puis, l'important, c'est de gérer, c'est-à-dire intégrer la préservation des insectes dans la gestion des espaces naturels, gérés en faveur de la biodiversité, mais aussi sur d'autres espaces, bien sûr. 4 domaines biogéographiques sur plusieurs espaces concernés. Les espaces, bien sûr, tout ce qui est espace de protection sont concernés, réserves naturelles, arrêtés de biotopes, etc. Les espaces de gestion, les espaces de concertation, donc les parcs naturels régionaux. Donc effectivement, vous êtes un certain nombre d'acteurs de PNR à être présents, donc le PNA vous concerne. Et puis les opérateurs Natura 2000. Des espaces de connaissances avec les sites INEF, et surtout ne pas négliger les espaces de nature ordinaire avec les espaces agricoles et forestiers. Pardon. Et la séquence ERC. Des exemples d'actions. Par exemple, une étude qui a été menée par des laboratoires sur les pollinisateurs a montré que les habitats semi-naturels boisés étaient complémentaires des prairies permanentes pour soutenir une diversité d'abeilles sauvages dans les paysages agricoles. Donc, d'où l'intérêt de préserver les lisières, les haies, etc. Un suivi sur les libellules qui a été piloté par la Compagnie nationale du Rhône pour vraiment avoir un état des populations de libellules, notamment des confinés, avec une étude sur 3 ans qui a été menée par 5 structures. Ensuite, autre exemple, l'étude du foncier des stations, c'est-à-dire que grâce à toutes les données d'espèces menacées d'odonates et de papillons de jour, le SEN a fait un catalogue des stations d'espèces, et donc qui peut servir à n'importe quel opérateur, à n'importe quel gestionnaire pour savoir où il faut vraiment cibler les actions. Des actions précises, on en parlera avec l'exemple que va vous parler Valériane, mais on a un travail un peu similaire qui a été fait sur le cuivré de la Vistorte, sur la préservation d'un réseau de zones humides sur le cuivré qui est piloté par l'ANA. Des travaux de restauration sous le Coulazou en faveur de l'agrégation de mercure. Donc là, on est dans la séquence ERC, donc c'est la prise en compte de l'agrégation de mercure sur le tracé de l'autoroute, donc sur l'élargissement de l'autoroute, etc., le contournement aussi. Et donc des actions qui ont été menées avec des conventions. Et puis, on a, sur les pollinisateurs, par exemple, on a des actions d'amélioration de la sous-trame des milieux agricoles qui a été mise en place avec des parcelles semées, notamment en végétal local, qui est un label des plantes de chez nous à semer ou à planter sur nos territoires. Voilà. Et qui a été menée par le PNR des Causes du Quercy. Végétal local étant un projet piloté par les conservatoires botaniques. Et puis, dernière axe, animé, informé, donc des formations avec les agriculteurs. Par le passé, Agnès Alki, qui est présente, pourrait vous confirmer, on avait mené des actions de formation auprès des agriculteurs.
Et c'est un des volets qu'on veut poursuivre puisque le monde agricole est forcément concerné par ces PNA, quoi. Des formations au DONAT, notamment pour les gestionnaires d'espaces naturels, l'OFB. Et puis une plaquette de l'Azur et du Serpollet pour le grand public qui avait été éditée par exemple par le syndicat des Hautes-Vallées Cévenol. Et je pense que pour assurer la transition, Valériane pourra vous en parler en plus en détail par la suite. Merci de votre attention. Ici, la liste des personnes qui travaillent, qui pilotent les 3 PNA sur les insectes, donc à la DREAL Occitanie, à l'OPI et au CEN Occitanie. Voilà, j'ai terminé et je suis à l'écoute de vos questions. Bon, je souhaiterais poser des questions. Merci Stéphane. Oui, je peux poser des questions? Monsieur Monta. Oui. Oui. Quelle est la place de l'initiative locale? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai une très mauvaise connexion. Je ne vous entends pas très bien tous, mais j'arrive à suivre. Mais effectivement, voilà, on a une petite, 15-20 minutes pour échanger avec Stéphane et poser des questions avant de passer la parole à Valériane. Donc, je peux parler? Oui. Quelle est la place de l'initiative locale dans votre dispositif? Elle a toute sa place, l'initiative locale. C'est pas aux opérateurs Les opérateurs vont rédiger un document dans lequel on aura des grands principes évoqués, des grandes actions, mais c'est aux locaux, aux opérateurs locaux, donc aux collectivités, à l'État, mais aussi à des associations, pourquoi pas des entreprises, de prendre le document et de s'en servir pour mettre en place un certain nombre de mesures et de trouver des financements qui vont avec. Mais c'est vraiment ça doit partir de la base de toute façon pour que c'est du succès ce PNA. La plupart des exemples que je vous ai montrés, c'est pas les opérateurs qui sont à l'origine de ces actions, c'est bien des locaux qui ont décidé d'agir en faveur des insectes et qui ont mis en place des actions. Je pose cette question parce que c'est mobilisé dans les années vers 2010 sur le maquilinéa Alcan, et on a communiqué un certain nombre d'informations. On avait mobilisé des moyens pour inventorier les stations persistantes dans notre secteur, et ensuite on n'a jamais été associé à la suite des opérations. Ah, c'est regrettable. C'est sur quel secteur? Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, sud de Ouais. Haute-Garonne. Normalement, le CEN aurait dû, ou j'imagine, vous associer. Après, je ne sais pas du tout. Moi, à l'époque, j'étais sur le Languedoc-Roussillon. Mais normalement, ça serait bien que justement, il y ait un retour vers les locaux, hein, notamment sur les inventaires. J'imagine que les données ont dû être intégrées au SINP. Voilà. Oui, on les a retrouvés. Ouais, ok. En On tout est cas, on plus reviendra vers vous, c'est évident pour cette deuxième phase. Voilà. D'accord. Pour l'initiative végétale locale, j'invite chacun à se rapprocher des structures qui proposent ces produits, parce qu'en fait, ce ne sont pas tellement locaux les végétaux qui sont proposés. On a eu une expérience sur une végétalisation de bord de route, et les graines qui étaient proposées étaient vraiment d'origine française, disons, hein, mais ça n'est pas du local. Ah. Oui, je pense que de toute façon, les palettes végétales, et notamment la RB travaille dessus, elles vont être améliorées, hein, et notamment sur certains secteurs géographiques, au lieu d'avoir des palettes qui correspondent carrément à un domaine géographique, je pense qu'à l'avenir, ça va être beaucoup plus précis. Et puis de toute façon, sur les 3 PNA, on favorisera le développement de la flore spontanée avant de vouloir semer ou planter d'autres végétaux, bien sûr. D'accord, on a trouvé une solution. On a récolté du foin de grenier chez les agriculteurs qu'on a replanté sur place. Ça n'a pas eu la validation du conservatoire botanique, mais c'était quand même une solution locale. Agnès, tu voulais prendre la parole, et après il y avait une petite question dans le chat, à savoir, Laure demande si tous les PNA ont une déclinaison régionale.
Alors, tous les PNA Enfin, n'ont les pas trois. forcément, oui. Tous les PNA n'ont pas forcément une déclinaison régionale, notamment quand c'est des espèces qui sont. Alors, je parlais pour les PNA en général. Pour les espèces qui sont pas présentes dans la région, il n'y a pas de PNA, par exemple. Pour les PNA insectes, je précise, Voilà. pardon, hein, Laura Pour les précise. PNA insectes, pour les odonates et les papillons de jour, ils ont quasiment été déployés dans toutes les régions. Il y a peut-être une ou deux régions où il n'y a pas eu une déclinaison régionale du plan national d'action, mais un plan régional d'action, c'est-à-dire qui est à part de la dynamique nationale. Mais il y a eu des actions qui ont été menées. Donc, pour les PNA odonates et papillons. Pour le PNA pollinisateur, à l'origine, le ministère n'a pas souhaité, pour le premier PNA, qu'il y ait de déclinaison régionale. Sauf que les régions se sont emparées du document et en fait, ont souhaité des déclinaisons. Et notamment, aujourd'hui, il y a 4-5 régions qui sont dans la rédaction d'un document. Et donc là, l'initiative, elle est bien locale. Ce n'est pas l'État qui a demandé aux régions de faire des plans, c'est bien les régions qui sont allées vers l'État. Merci Stéphane. Agnès, du coup, pardon, tu voulais prendre la parole. Oui, donc déjà, je voulais remercier Stéphane pour cet exposé qui était qui m'a permis de bien remettre les idées en place et donc aussi pour l'organisation de ce café là qui est vraiment intéressant. Donc Stéphane a fait allusion aux formations qu'on avait mis en place il y a quelques années et en fait moi le fait d'assister à cette visio aujourd'hui c'était aussi ça, c'était de savoir, je suis au courant qu'il y a des PNA qui sont en cours. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir. Moi, je peux faciliter. Après, je ne garantis pas l'absolue réussite de toutes les actions engagées. Mais on peut envisager des formations avec une intervention LOPI, peut-être sur une commission avec des élus, par exemple, pour au moins poser les bases on va dire, quelque chose de local et vraiment cibler les problèmes principaux les plus urgents, parce que je crois qu'on a tous compris qu'il y avait le feu, quoi. Hein. Et pas que dans la galerie qui est en face de mon bureau, là. Et donc, il y a des formations pour les élus qui peuvent être mises en place. Après, tout ce qui est formation à des groupes d'agriculteurs, ça, bien sûr, c'est une chose qu'on peut faire également. Également, dans le cadre de programmes, ça, c'est plutôt mes collègues qui font ça, de type défi, bon, même si il y a eu un certain nombre de réserves exprimées. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait sur le contenu de fait, hein, des interventions potentielles que pourrait faire Stéphane ou d'autres entomos, c'est de nous donner des choses concrètes, c'est-à-dire sur quel type de milieu, sur quel territoire il y a vraiment urgence, pour qu'on ait des choses concrètes et qu'on puisse voir ce que l'on peut faire là où on est limité, où on n'aura pas forcément de marge de manœuvre. Mais voilà, déjà si on peut avoir des éléments pour voir ensuite avec mes collègues et mes élus, s'il y a des choses à mettre en place qui ne sont pas forcément toujours très compliquées. Hein. Il y a des choses qui sont peut-être plus lourdes. Voilà, donc moi je suis vraiment, je vous encourage à nous solliciter, en tout cas nous tenir. Merci encore. Oui, ces formations, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à déployer, et notamment auprès du monde forestier et agricole, parce qu'il y a des choses, et je pense que ce qui est important aussi, c'est de faire intervenir, c'est pas forcément l'OPI justement, c'est plutôt de faire intervenir les acteurs locaux, les associations, même pourquoi pas les bureaux d'études, les locaux, et les collectivités bien sûr. Et surtout de faire intervenir déjà des gens, des agriculteurs ou des forestiers qui sont déjà initiés, qui ont déjà une fibre la préservation de la nature. Et je pense que le message passera bien mieux que si on fait appel à des spécialistes. Il faut vraiment que les locaux s'emparent du projet. Et pour ça, il faut que ce soit des locaux qui dispensent les formations. Donc je pense que s'il y a des formations à mettre en place, il faut vraiment qu'il y ait des intervenants locaux. Donc ça peut être un conseiller chambre d'agriculture, ça peut être un associatif et mieux un agriculteur qui ait déjà mis en place des mesures agro-environnementales et pour en discuter, pour montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Stéphane? Ou des initiatives locales de ce type dont vous voudriez parler, que vous mettez en place du coup sur vos territoires? Là, je vois qu'il y a une question sur Oui. les MAE. Et effectivement, aujourd'hui, donc dans les mesures agro-environnementales, on a un catalogue de mesures qui vise à préserver la biodiversité. Et malheureusement, sur les insectes, ce catalogue mériterait d'être retravaillé. Il y a, par exemple, des mesures comme le retard de fauche. Dans certains cas, c'est favorable à la biodiversité, mais dans d'autres, c'est défavorable à certaines espèces de papillons ou autres. Donc, il y a vraiment un travail justement à faire. Il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une mesure qui s'applique à un endroit qui va s'appliquer ailleurs. C'est forcément, il y a des adaptations au niveau local. Donc là, il y a un travail justement à faire sur les MAE, quoi. En tout cas, pour l'instant, le catalogue est insuffisant. Je peux parler Julie, vous m'entendez? Oui, bien sûr, je ne vois pas si c'est par contre, du coup. Moi, j'avais une question sur des actions que peuvent mettre en place des agriculteurs, puisque Stéphane en parlait. Ce qui me semble intéressant, enfin de ce que je ressens, c'est que la réponse est assez rapide. Est-ce que tu peux nous donner, Stéphane, quelques idées sur le temps de réponse des insectes globalement dans un milieu agricole, si on favorise certaines pratiques? Est-ce que c'est un ressenti des éleveurs? Est-ce que c'est la réalité? Des agriculteurs qui mettent en place des actions, ils ont l'impression que ça répond très vite. Est-ce que c'est une fausse ou un vrai constat? Alors souvent, c'est très rapide. En fait, ça dépend aussi du milieu environnant de la parcelle où a lieu la mesure. Si par exemple on a une prairie qui était fauchée 3-4 fois dans l'année, bon, ça serait vraiment intensif, mais bon, peut-être pas 3-4 fois, 2 ou 3 fois. Si on met en place un retard de fauche ou si on fait une fauche différenciée, etc., si on met en place un certain nombre de mesures, la faune va rapidement recoloniser la parcelle où les conditions deviennent favorables à nouveau. Donc ça vient vite, la réponse elle est très rapide et ce qui est intéressant c'est qu'elle est même souvent plus rapide que la réponse des plantes elles-mêmes. C'est-à-dire que par exemple vous avez une prairie à orchidées, si elle est surpâturée et que vous diminuez la charge pastorale, les orchidées elles vont en bénéficier, mais elles sont là et elles vont pouvoir se développer et être favorisées. Mais les insectes, s'il y a une baisse de la charge pastorale, effectivement, il y a un grand nombre d'espèces rapidement qui vont revenir. Donc les mesures, elles sont, quand elles fonctionnent, elles peuvent être très efficaces et favoriser un retour rapide de la biodiversité. C'est un exemple typique, c'est de l'enherbement en vigne. Vous laissez des bandes enherbées au sein du vignoble. Vous passez de 3-4 espèces de papillons ou d'orthoptères observés à 10-20 espèces. C'est très très rapide, puisque là, on va retrouver des conditions favorables. Donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. Le maintien, la restauration de haies, de talus, c'est pas de mesure comme ça. La fauche alternée aussi. Voilà. Donc ça peut être très rapide. Il me semble qu'il faut quand même cibler sur des espèces précises. Oui. Alors, sur des espèces, mais sur... endroit absolu, c'est quelque chose, mais cibler un résultat. Par exemple, nous on a l'exemple du Sélénophaidipus sur la tourbière de Lourdes. Les mesures qui sont prises, on a hésité pas mal, mais ça décline très vite malgré la mise en place de mesures globales sur le milieu. Je crois qu'il faut cibler vraiment l'espèce quand on veut travailler sur une espèce patrimoniale en particulier. Ouais. Je pense qu'il y a une hiérarchisation des enjeux à faire à chaque fois. C'est est-ce qu'il y a une espèce patrimoniale ou des espèces patrimoniales, faire des choix de gestion. Et puis quelquefois, la gestion, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la nature ordinaire. Et sur plein de sites, en fait, il ne s'agit pas de protéger une espèce protégée, c'est plutôt préserver la diversité. Et du coup, là, l'approche, elle est plus par cortège. Donc je pense qu'il y a plusieurs approches. Il y a une approche habitat, une approche espèce, qui est vraiment centrée espèce, et puis une approche par cortège. On va cibler par exemple le cortège des insectes des prairies sèches par exemple. Alors,
Deux interventions dans le chat. Du coup, Anaïs faisait la remarque que l'inverse était vrai aussi, hein, effectivement, Oui. par rapport à ce que tu disais, Laure, et qu'elle a vu des populations disparaître très rapidement suite à du réinvestissement pastoral. Tu confirmes, Stéphane, hein, j'imagine. Et Angélique posait une question avant de passer du coup la parole à Laurent ensuite qui voulait intervenir aussi. Donc, est-ce que les bilans des précédentes déclinaisons régionales ont permis d'évaluer l'état des connaissances sur ces espèces? Et si oui, est-ce que des gros manques ont été identifiés pour certaines espèces, cortèges ou territoires? Alors, pour l'état des connaissances, ça a explosé. Par exemple, en termes de données, sur les plans, on avait par région, on avait 20 à 30 000 données sur les espèces concernées. Et aujourd'hui, on a des bases de données où on a 300, 400, 500 000 données sur les espèces, quoi. Donc, en termes de connaissances, ça a explosé. Il y a eu dans plein de régions, enfin dans quasiment toutes les régions, il y a eu des actions qui ont été menées, notamment des actions de connaissances. Et on a cartographié, il y a eu des études génétiques, par exemple, pour mieux comprendre la dispersion des populations, pour comprendre les phénomènes d'extinction qui étaient liés à la fragmentation des habitats favorables des espèces, etc. Donc la connaissance a vraiment été démultipliée, quoi. Et pour vous donner un chiffre, pour parler économie, pour 1 euro investi dans le PNA, donc par l'État, il y a eu 2 euros mobilisés par les acteurs locaux pour agir. Donc ça fonctionne. Après, les fonds, il faut aller les chercher. L'exemple, nous, ce qu'on donne, c'est la Compagnie nationale du Rhône qui nous a financé la grosse étude sur toutes les libellules du Rhône pour vraiment expliquer à la CNR, qui a en concession le Rhône, bah, toutes les espèces protégées, la connaissance. En gros, à l'époque, il y avait un objet de réalisation d'une passe à poissons. Ils nous ont dit bah, on doit faire une étude d'impact parce qu'il y a une espèce protégée qui a été découverte par la LPO à l'époque. Et du coup, nous, on a fait le diagnostic ensuite par rapport à ça. Et on s'est aperçu que ce n'était pas une espèce, mais 4 espèces qui étaient concernées. Et puis, les espèces, elles étaient sur les habitats favorables le long du Rhône, quoi. Et donc, on leur a fait carrément une cartographie des espèces menacées sur le Rhône. Donc, la connaissance a vraiment augmenté. Si j'ai une critique à faire par rapport au précédent PNA, je pense que c'est le manque de communication. C'est-à-dire on pêche souvent sur la communication, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et effectivement, on ne le met pas assez en valeur. Et là, les 3 plans qui vont venir, on va vraiment axer sur ça, c'est-à-dire expliquer que quelquefois les mesures, on parlait du pastoralisme tout à l'heure, mais quelquefois de remettre un troupeau, ce n'est pas favorable. Parce que c'est pas favorable, parce qu'on a une conduite pastorale qui n'est pas adaptée. On a un surpâturage. L'exemple typique, nous, qu'on a, c'est dans les Pyrénées. C'est en fait, on demande à ce qu'il y ait une réouverture, un maintien des habitats ouverts. Le problème est que les troupeaux, la conduite qui est menée n'est pas favorable aux espèces. Donc, il y a vraiment un travail à faire avec les éleveurs, parce que ça ne marche pas toujours. Et il faut le dire quand ça ne marche pas. C'est un peu notre défaut en France, surtout de dire quand ça ne fonctionne pas, quoi, et d'essayer de comprendre pourquoi. Laurent? Laurent, on ne t'entend pas. Bon. Il y avait une main levée, mais... Ouais. Laurent, es-tu parmi nous? Bon. En attendant, il est 10 heures. Est-ce qu'il y a une dernière question du coup pour Stéphane? Et ensuite, Valériane, ce sera à toi. Je te laisserai partager ton écran. Et Laurent, éventuellement, tu peux peut-être poser la question dans le chat si on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu as des soucis de connexion. Non? Bon. Merci Stéphane. Merci. Et Valériane, du coup, je te laisse partager ta présentation. Est-ce que vous la voyez? C'est parfait. Oui, excuse-moi, Julie, ouais, je suis désolé. Comme je suis chez moi, hein, c'est les joies du télétravail. Il y a la gendarmerie qui a sonné à ma porte pour un truc bénin, hein, pour une question de voiture. Donc voilà, désolé, j'ai dû descendre en vitesse. Je voulais juste poser une petite question à Stéphane, si c'est toujours possible.
Ric-rac. Ouais, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on en est du coup de la déclinaison pollinisateur, puisque effectivement les 2 autres plans, enfin les 2 déclinaisons sont avancées. J'ai participé au dernier PRA, mais voilà, je voulais savoir juste au niveau pollinisateur où est-ce qu'on en est, tout simplement, un petit calendrier, quoi. Le plan a été rédigé et du coup, il a été validé par le CSRPN en juin dernier et donc il a reçu un écho très favorable. Il y a quelques corrections à mener notamment sur certaines fiches actions et notamment sur la partie menace qu'on avait intégrée dans un grand chapitre et que le CSRPN nous demande de le traiter carrément à part entière dans un chapitre, parce qu'effectivement, c'est un gros sujet du plan. Et du coup, j'ai ce travail à mener cet été. Et si tout se passe bien, et normalement j'espère, en début septembre, le plan rédigé et corrigé sera mis à disposition auprès du grand public. Et ensuite, on va commencer la véritable phase d'animation, donc de rencontrer différents acteurs locaux qui sont mobilisés pour monter des projets et des actions sur les pollinisateurs. Ok, merci. Valériane, c'est à toi. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Avant de me présenter et de commencer, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Est-ce que le son est bon? C'est parfait. Ok, très bien. Alors, il se peut qu'il y ait un chat qui passe dans l'écran, je m'en excuse, mais ça arrive. Donc, je suis Valériane Lafont, chargée de mission Natura 2000 au syndicat des Hautes-Vallées Cévenols, donc dans le Gard, au nord-ouest d'Alès, pour situer. Je travaille sur la vallée du Galaison et là, je vous présente un gros travail sur Fangarissarion, l'azuré du Serpollet. Donc, de la découverte scientifique à la gestion des milieux d'un territoire. Donc, le syndicat des Hautes-Vallées Cévenols et son périmètre d'action se trouvent, comme je le disais, dans le Gard, avec une certaine proportion de son périmètre en Lozère. Le syndicat anime 2 sites Natura 2000, la vallée du Galaison, qui fait environ 8800 hectares, et la vallée de la Haute-Cèze et du Luèche, qui serait plutôt située autour de Génolac, nord du Gard. Vous avez des illustrations de la vallée du Galaison. Donc, on voit que c'est quand même une vallée très fermée. La plus grande photo en bas, avec le petit hameau, fait partie des zones les plus ouvertes. Donc, ça vous donne une idée de la difficulté de travailler sur les milieux ouverts sur cette vallée. Donc, on a, au niveau de l'historique, identifié Fangarissarion en 2011 à Saint-Paul-la-Coste, donc une des 5 communes principales de la vallée du Galaison, au cours d'un week-end de prospection papillon, donc des inventaires participatifs mis en œuvre en partenariat avec l'association Gard Nature et le département du Gard et l'agent qui nous est attribué, si je puis dire, qui est Cyril Soustel, avec qui je travaille de concert sur cette thématique. Donc, pourquoi on s'est intéressé à cette espèce? Parce que, évidemment, elle fait partie de la directive Habitat Faune Flore en annexe 4, ce qui permet de travailler sur les habitats, pas directement sur l'espèce, mais sur les habitats sur lesquels elle a un FEOD, donc qui, eux, sont classés en annexe 2. C'est une espèce protégée par la Convention de Berne et inscrite à l'article 2 de l'arrêté ministériel. Comme je disais, donc un FEOD aux habitats de pelouse sèche et de prairies maigres de fauche. C'est également une espèce esthétique. Donc là, ça permet vraiment de travailler en concertation et de proposer aux locaux, et le chat, proposer aux locaux de participer à cette préservation, puisqu'on a une espèce qui est belle et qui est facile à identifier. Et puis, ça permet de répondre à des enjeux très importants sur notre territoire, puisqu'on a une fermeture des milieux, hein, vous avez vu les photos, donc un risque incendie qui est très prégnant, et puis une déprise agricole. De 2012 à 2015, il y a eu un inventaire des papillons de jour sur tout le secteur Saint-Paul-la-Coste, la commune la plus ouverte qui a été conduite par Cyril. Donc, il y a eu toute une liste de papillons et ça a confirmé la présence de Fangaris. Donc, à partir de 2016, et c'est à ce moment-là que moi j'ai pris le poste, une étude fourmi a été conduite avec Cyril et une stagiaire, Marine. Ça a permis d'identifier la fourmi Myrmica spinosure, qui a été la découverte scientifique dans le cadre de ce projet, puisqu'on avait connaissance que les Fangaris utilisaient des fourmis et Fangarissarion était connu pour utiliser Myrmica sabuleti. Et il s'est avéré qu'en fait, en Cévennes et
plus globalement sur le territoire méditerranéen, c'est Myrmica spinosior. Donc cette espèce n'avait pas été identifiée en métropole, donc c'est une découverte, si l'on veut, métropolitaine à partir de 2016. Au cours donc, de 2016-2017, 2 courts-métrages ont été financés par Natura 2000 et par le Parc national des Cévennes. Le premier était plutôt à la direction d'expliquer quel est le protocole mis en œuvre. Je vous en parlerai après là, pour récolter les fourmis. Et puis le second, qui a été financé par Natura, lui est axé vraiment biologie de l'espèce avec des images. Moi, j'en suis toujours aussi amoureuse quand je le vois. On a travaillé avec Pascal Gobert, qui a fait vraiment un travail de biblio aussi très important. Donc là, on est vraiment sur l'aspect communication du travail conduit. Des flyers de sensibilisation, fourmis et papillons en 2017 qui ont été revus depuis. Fin 2017, grâce à des financements TEPCV, donc Territoire à énergie positive pour une croissance verte, le syndicat a pu allouer environ 55 000 €, dont 10 000 € d'autofinancement. Donc là, on a travaillé à la réouverture de milieu en connaissant les habitats favorables à Fangaris et avec une démarche avec les propriétaires. Et puis 2018-2019, une nouvelle étude fourmi sur d'autres lieux. Et puis là, les plaquettes de sensibilisation que Stéphane a mentionné tout à l'heure. Et puis participation à différents événements. Donc sur le volet amélioration des connaissances, vous avez ici une cartographie qui présente le linéaire de 5 km où on a des milieux ouverts favorables à Fangaris et où vous voyez en bleu clair les 16 sites positifs. Donc quand on dit positif, c'est l'observation d'adultes et de pontes et d'œufs. Donc en rouge, les sites 9 et 12 qui sont à cheval sur les 2 communes de Saint-Paul-la-Coste et de Mialet pour la première étude fourmi, donc là où on a trouvé, si je puis dire, Myrmica spinosior. En 2019, l'étude fourmi à nouveau reproposée sur le site numéro 2, le Pouget, avec une seconde stagiaire. Là, l'idée, c'était, comme c'est un des sites les plus excentrés par rapport à ce qui semble être le berceau de la population, c'était vérifier si la fourmi favorable, indispensable à Fangaris était présente, et si on avait aussi Fangaris. Donc c'est le cas, on a bien retrouvé des pontes, des adultes et des nids. Et ensuite, en jaune, vous avez ce qui semble être la continuité de ce linéaire sur le site Natura 2000 Gardon de Mialet. Donc l'idée, c'est à terme de proposer des actions en commun. Et mon homologue Luc Capon travaille aussi sur la question, notamment avec la sensibilisation des agents communaux pour faire une fauche des bords de route au bon moment favorable aux papillons. Donc le protocole Myrmica dont je vous parlais tout à l'heure, on commence par la droite avec des transectes qui sont disposés, transectes de 60 mètres quand c'est possible, qui sont disposés dans les prairies ou les pelouses. On met des petites feuilles Bristol avec du thon et du miel, disposées 1 heure tous les 4 mètres. Au bout d'1 heure, on relève grâce à un aspirateur à bouche toutes les fourmis en présence. Et puis en laboratoire, on pré-trie celles qu'on pense être des Myrmica et les autres. Donc il y a des fiches labo associées. Et puis on a envoyé tout ça à l'association Ontaria qui a fait un travail d'identification fantastique de façon complètement bénévole. Donc c'est grâce aussi à eux qu'on est aujourd'hui, je peux vous en parler aujourd'hui. Hein, donc pensez à bien remercier cette association. Ensuite, du coup, puisqu'on a connaissance de la présence du papillon, de ces sites et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour le favoriser? Donc là, on passe dans le volet gestion. Vous avez une carte qui représente les travaux mis en œuvre et puis les propriétaires qui sont engagés au cours des années dans la démarche. Donc, je disais en 2017, des financements TEPCV qui nous ont permis de mobiliser un premier propriétaire qui est lui aussi vraiment à remercier parce qu'il a fait en sorte que les propriétaires avoisinants s'impliquent dans le projet. Donc, on a commencé avec une toute petite surface d'un peu plus d'1 hectare et progressivement, grâce à des conventions de mise à disposition, le syndicat a pu prospecter et créer un lien avec les propriétaires. Et vous voyez l'évolution. Aujourd'hui, en 2021, on est environ à 32 hectares. Donc, c'est plutôt chouette. Je le disais, un budget de 55 000 € avec des financements TEPCV. Les photos que vous voyez sont avant-après, donc en 2017, des tout premiers travaux sur la zone Bordeaux.
Donc là, on a travaillé avec une association d'insertion sociale qui est à la Blaquière, à côté de Sandras. Donc dans une volonté toujours, et ça m'est vraiment cher, de créer un cercle vertueux autour de cette question, donc d'associer une association qui est physiquement présente sur le territoire, avec des personnes qui sont en difficulté sociale pour retrouver un emploi. Voilà, après, je trouve très important aussi de reconstruire tout un écosystème qui va au-delà de seulement entre guillemets les papillons et les habitats. Je pense qu'il faut aussi, on parlait tantôt d'intégrer les acteurs locaux. Ben là, typiquement, on est vraiment dans cette optique-là. Donc, vous voyez, photo avant-après, hein, très embroussaillé, beaucoup de ronces, de clématites, parfois des hauteurs de plus de 2 mètres. Et donc, on a redécouvert des terrasses et un ancien verger, fruitier, pommier, poirier. Donc, c'est plutôt une belle réussite. Donc, pour poursuivre cette gestion, parce qu'une fois que les travaux ont été finis, il a fallu se questionner sur qu'est-ce qu'on met en place pour maintenir ces milieux ouverts. Alors, je précise que ces milieux n'ont pas été positifs à la présence de Fangaris, ni ponte, ni adultes. Mais 2 sites à côté sont favorables avec la ponte. Et on s'est posé la question de comment connecter ces deux zones. Et c'est la question à trouver réponse en ouvrant la zone intermédiaire. Donc, le troupeau, là aussi, c'est un troupeau local. On est aujourd'hui en 2021 à 120 chèvres, donc on voit que ça augmente au fil du temps. Donc, toujours sur la commune de Saint-Paul-la-Coste, avec 3 chevrières. Donc, en plus, il y a une dimension féminine que je trouve très importante à mettre en avant. Le pâturage a été mis en place avec un plan de gestion pastorale. Donc là, c'est encore balbutiant parce qu'on travaille vraiment, je travaille directement avec les éleveuses. Il y a, depuis 2019, on met en œuvre, on essaie de s'y tenir, de commencer par un point avant le pâturage. Quand est-ce que vous commencez? Combien vous allez mettre de chèvres? Est-ce que vous pouvez plutôt appuyer le pâturage sur telle zone ou telle zone en fonction de la dynamique de végétation? Et puis après, on fait un bilan post-pâturage, quelles ont été les difficultés rencontrées, etc. Donc là, cette année particulièrement, j'avais exclu avec de la rubalise et des petits piquets de clôture, j'avais exclu des zones où j'ai trouvé des pontes de la diane sur de la ristoloche à feuilles rondes. Donc, ce qui montre aussi que l'ouverture des milieux a contribué à la réappropriation d'un espace par une autre espèce que Fangaris. Et donc, j'avais signalé ces zones pour pas que les chèvres aillent les pâturer. Et puis, ça s'avérait que les chèvres, c'est un peu comme les enfants. Si on leur interdit quelque chose, elles y vont. Donc, voilà, il a fallu discuter avec les éleveuses de qu'est-ce qui s'était passé, comment on peut améliorer la chose, parce que mon objectif, c'est pas de leur apprendre leur travail. C'est vraiment un échange, un lien de confiance qui doit se créer, qui n'est pas forcément facile. Ça demande beaucoup de temps, d'abnégation, je dirais aussi. Il faut savoir comprendre leurs difficultés et pas vouloir leur imposer notre vision très naturaliste et penser aussi à leurs objectifs à elles. Donc, le lien est en train de se créer, c'est vraiment appréciable à maintenir. Et voilà, je précise qu'elle travaille donc environ 3 à 4 semaines dans l'été et elle dort dans une caravane. Donc, il y a vraiment un engagement de la part des éleveuses sur ces zones-là. Donc, je ne peux pas non plus les pousser et il faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc, on leur a proposé aussi des clôtures électriques qui permettent de clôturer, faire un parc de nuit pour qu'elles soient assurées que leurs chèvres ne s'évadent pas au cours de la nuit, qu'elles puissent dormir en paix, on va dire. Et puis, il faut savoir qu'autour, on a quand même des petits hameaux et que certaines personnes sont un peu réfractaires à la présence de chèvres avec les idées reçues que si une chèvre rentre dans le verger, il n'y a plus les arbres. Enfin, voilà. Il y a aussi une sensibilisation sur la question chèvre qui a été faite autour pour vraiment expliquer aux habitants qu'il n'allait pas avoir de danger d'évasion des chèvres et qu'on va travailler de façon intelligente. Voilà, aujourd'hui, sur le volet gestion, la semaine dernière, j'ai rencontré un nouveau propriétaire qui a entendu parler de ce projet. Alors, beaucoup me disent, moi aussi j'ai le papillon, est-ce que vous pouvez venir, est-ce qu'on peut ouvrir nos milieux? Donc, voilà, il faut beaucoup de concertation et de dialogue. Et ce nouveau propriétaire a environ 15 hectares. Et donc là, on va associer la démarche Contrat Natura 2000, qui est financée par l'Europe, avec en entretien le troupeau de chèvres.
Donc, on cherche vraiment à faire quelque chose de vertueux, positif, qui associe toutes les démarches possibles de façon à ce que, de façon pérenne, les milieux soient entretenus et à terme que les gens fassent directement appel au troupeau et mettent en place différentes actions sans nécessairement passer par du contrat Natura 2000 ou le syndicat. Et le volet sensibilisation communication, Stéphane en parle un peu. Donc la plaquette de l'azuré du serpolet avec 2 petites fiches d'identification. Donc c'est le deuxième élément graphique que vous voyez, c'est un recto verso. Donc j'ai constaté en discutant avec les personnes sur le terrain que beaucoup pensent avoir vu Fangaris, mais en fait ils ont vu un azuré, mais pas nécessairement l'azuré du serpolet. Et puis c'est difficile de leur parler de l'azuré du serpolet alors qu'en Cévennes ils pensent sur l'origan. Donc, il a fallu réfléchir à une petite fiche d'identité qui est jointe au livret. Et là, pour 2022, je prévois, si les financeurs en sont d'accord, un poster des azurés, des principaux azurés qui fréquentent les Hautes-Vallées cévenoles, de façon à montrer aux gens qu'il y a une diversité et que c'est pas parce qu'ils n'ont pas Fangaris qu'on ne peut pas mettre des choses en place. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes vont me contacter, j'ai vu le papillon, m'envoient des photos et c'est rarement l'azuré, enfin Fangaris. Et je n'ai pas matière à leur proposer un support je peux simplement leur dire ce n'est pas Fangaris. Et je pense que c'est un peu limitant de faire comme ça. Donc, pour conserver ce dynamisme, c'est important de pouvoir montrer aussi quelles sont les autres espèces, pas se restreindre à l'azuré du serpolet. Donc ça, c'est un projet, on va voir ce que ça donne. Il y a 2 courts-métrages qui ont été mis en œuvre, donc je le disais en introduction, avec des financements du Parc national des Cévennes et Natura 2000 sur Fangaris. Donc, pour des budgets qui sont quand même assez modiques, vu la qualité du travail fourni par le réalisateur. Donc, ces courts-métrages sont à disposition. N'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer un mail, je vous fais un WeTransfer avec grand plaisir. Ils ont été pensés de cette façon, à ce qu'ils soient libres de droit et diffusables le plus possible. Donc, je me ferai un plaisir de vous les transférer si vous le souhaitez. En termes de com, on utilise beaucoup la page Facebook du syndicat pour sensibiliser. Ça permet aussi de promouvoir certaines actions et puis des animations. Il y a également le MAC Biosphère qui est un trimestriel, dans le meilleur des cas, des actions du syndicat sur l'ensemble de son territoire. Donc là aussi, ça permet de parler un peu de Fangaris et puis puisque c'est diffusé sur l'ensemble des communes du territoire du syndicat, ça peut toucher un grand nombre de personnes. Et le propriétaire dont je vous parlais de la semaine dernière, qui a 15 hectares, a eu connaissance du projet via cette publication, donc preuve que ça fonctionne. La photo que vous avez en haut à droite, c'est après les premiers travaux, donc fin 2017, hiver 2017. On a proposé un chantier participatif. Donc plusieurs personnes du territoire se sont mobilisées pour venir ratisser les ronces, etc. Et là, on a fait une bêtise, clairement, puisque je rejoins Stéphane où on ne parle pas assez de ce qui n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné esthétiquement, en termes de... les élus voient qu'il y a quelque chose de fait, c'est concret et c'est propre, le mot que j'aime bien dans la gestion des milieux. Et en fait, une des zones, il y avait une banque de graines de vergerette du Canada. Et en ratissant, on a permis à cette plante de se développer. Donc là, on s'est retrouvé avec une grosse densité de vergerette qui monte. C'est une plante qui monte assez haut, qui ne fait pas propre, pas du tout. Et là, les élus sont venus me voir et qu'est-ce qui se passe et les chefs ne sont pas passés. Et comment... Donc, il faut réapprendre aussi que la gestion des milieux, ne rien faire est une gestion, parfois. Et là, donc, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de débroussaillage mécanique, qu'il n'y a plus de piétinement. Les chèvres, de toute façon, n'y vont pas parce que ce n'est pas du tout appétant. Et on se rend compte que la vergerette est en train de disparaître d'elle-même, en fait. Donc, ne pas intervenir peut être une façon de gérer les milieux également. Et puis, il y a beaucoup de réunions publiques avec la thématique. Fangaris, je le disais, un beau papillon. On a fait beaucoup de choses dessus. Les courts-métrages nous aident vraiment à introduire certaines animations. On a participé à des rencontres de sensibilisation des locaux, puisque les personnes du territoire, les personnes du conseil municipal des 2 communes en présence, donc Saint-Paul-la-Coste et Mialet, avec les nouvelles élections, etc., les nouveaux ne connaissaient pas le projet. Donc, on leur a proposé d'aller sur site. Ils ont vu le chantier, ils ont rencontré les chevrières. Et même les agents communaux se sont posés des questions, nous ont posé des questions et sont favorables à
à ce qu'on discute de à quel moment ils peuvent faucher. Ils peuvent même venir nous soutenir si on a besoin d'un débroussaillage mécanique. Parce que sur la zone, on ne va pas se mentir, hein, les chèvres font un certain travail. Elles ne peuvent pas être là en permanence. Il y a la partie à l'automne où ils devraient être pâturés qui permettrait de diminuer la dynamique de végétation des ronces. Eh bien, il y a souvent des orages sévenols. Donc, c'est compliqué d'avoir des chèvres sous la pluie, les orages et les risques qu'on peut faire courir aux éleveuses. Donc, voilà, c'est tout un tas de choses à réfléchir. Et donc là, les agents communaux se sont proposés de venir débroussailler les zones qui n'avaient pas pu être pâturées par les chèvres. Donc voilà, c'est une dynamique locale qui est très intéressante et qui fait du bien, qui donne de l'espoir pour cette gestion et à voir si sur le long terme, on arrive à retrouver la connectivité entre les différents sites favorables à Fangaris, parce que c'est aussi l'objectif, tout en alliant la reconquête pastorale intelligente. En termes de perspective, vous doutez qu'on a plus de questions que de réponses. Sur le volet amélioration des connaissances, les études fourmies ont montré que les 3 sites étudiés avaient une densité inférieure de 5 nids au 100 m². Donc, cette densité de 5 nids au 100 m² est le minimum pour que la population de Fangaris se maintienne. Donc, est-ce qu'on poursuit les études fourmies ou pas? Est-ce qu'on doit découvrir le site où on aurait la population de Fangaris qui se reproduit et après qui essaime sur les autres sites? On a de l'origan en quantité, donc ce n'est pas le facteur limitant. On se pose la question de est-ce que c'est du coup la fourmi le facteur limitant ou bien la connexion entre les habitats. De façon un peu intuitive, je dirais que c'est vraiment la connexion entre les habitats, vu ce que je constate sur le terrain. Et de voir aussi, je ne l'ai pas mentionné, après les travaux, on a revu passer des imagos de Fangaris sur les zones ouvertes, qui avaient été réouvertes. Donc potentiellement, ce sont des individus qui viennent des deux sites voisins et on espère qu'ils se sont génétiquement mélangés. Sur le volet information et sensibilisation, donc là j'en parlais, de continuer à sensibiliser avec des supports et ce fameux poster sur les azurés. Poursuivre la sensibilisation à travers des journées de terrain. Donc là, j'en parlais de cette fameuse réunion avec les nouveaux conseillers et conseillères municipaux des 2 communes en présence qui ont visité le site. Et puis à moyen terme, de trouver des financements pour restaurer un ancien chemin royal qui en fait relie si vous remettez en tête la carte du début de ma présentation, le chemin passe sur toutes les zones favorables à Fangaris en fait. Donc peut-être en réouvrant ce chemin, on reconnecte aussi les individus entre eux en tant qu'humains et puis les papillons. Donc à voir, c'est en dialogue avec le conseil départemental pour en faire une voie verte. Donc là, potentiellement, on pourrait installer des panneaux d'information sur les travaux, sur la biologie de Fangaris et des autres papillons qu'on pourrait observer tout au long de ce tracé. Et en termes de gestion, je continue le travail sur l'animation foncière. Donc, j'insiste vraiment, c'est un travail qui est indispensable au niveau local, de ne pas arriver et d'imposer. Je suis vraiment dans une démarche de personnes volontaires, parce que ça fonctionne toujours mieux quand ce sont des propriétaires qui s'adressent à moi et qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des ronces de partout, alors que mon grand-père, etc. Donc, maintenir ce lien, donc ça demande de l'investissement physique aussi, il faut être en présente sur le territoire. Contractualisation, que ce soit en contrat Natura 2000, donc là c'est toujours délicat parce que parfois on n'a pas les subventions qui suivent. Donc il faut arriver à garder les liens de confiance, proposer des actions mais qui ne sont pas financées. Des fois ça peut être un peu compliqué. Via le plan de gestion que je remplis avec les éleveuses du coup à la fin de l'année de pâturage, voir les effets du pâturage sur le milieu. Donc, il y a des zones qui sont exclues, qui ne sont pas pâturées, voir si le pâturage a vraiment un effet sur les milieux ou non. L'idée, c'est de mettre en place un suivi photographique. Bon, ce n'est pas encore mis en œuvre pour le moment. Et puis, poursuivre les travaux de réouverture. Et on a notamment le plan de relance qui pourrait nous aider, à ça, avec, pourquoi pas, proposer des financements à des propriétaires qui ne seraient pas éligibles à des contrats Natura 2000, mais qui voudraient quand même s'engager dans la restauration, et du coup de leur permettre de leur mettre leurs pieds à l'étrier, parce que c'est souvent très désolant de voir
des zones, des failles, des terrasses complètement embroussaillées, de ne pas savoir par où commencer quand on n'est pas dans le milieu. Et peut-être que financer un premier débroussaillage une première année, ça permet aussi de motiver, entre guillemets, les propriétaires pour maintenir la zone entretenue. Alors, je mets de gros guillemets, hein, parce que le faire propre, ce n'est pas toujours l'idéal, mais voilà. Donc, en conclusion, avec cette expérience, maintenant, il faut qu'on maintienne une pérennité dans la démarche. Je le dis une nouvelle fois, une appropriation locale des enjeux. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Le projet de préservation de la biodiversité, c'est vraiment un levier. Stéphane parlait d'espèces parapluies, Fangaris arion, et typiquement sur la vallée du Galaison, cette espèce-là qui permet de reconquérir des espaces pour le pâturage. Ces éleveuses, du coup, ont un projet maintenant de réinstallation en fromagerie pour faire du pélardon. On a l'association d'insertion qui a permis aussi à des personnes en difficulté d'avoir de la valeur, en fait, parce que ces personnes-là, je les ai rencontrées, je leur ai expliqué pourquoi elles faisaient ça, que ce n'était pas juste débroussailler pour débroussailler, qu'il y avait une vraie action derrière. Donc, le côté social très prégnant. On a réouvert les milieux, donc on limite le risque incendie. Beaucoup de personnes dans la commune en parlent et beaucoup alors elles n'ont pas le choix, vous me direz, pour les obligations légales de débroussaillement, mais quand on vient ajouter, vous voyez ce beau papillon, en débroussaillant autour de votre maison, vous allez pouvoir l'observer, et certaines personnes l'ont observé grâce aux OLD. Donc ça, c'est un vrai levier, c'est vraiment important. Et maintenant, il faut continuer dans cette démarche en diversifiant les actions, que ce soit sur l'amélioration des connaissances, donc est-ce qu'on continue les fourmis ou pas, et aussi aller plus loin que le site Natura 2000 Galaison et vraiment mener un travail de concert avec le site Gardon-Mialet, et continuer notre travail sur la sensibilisation, la formation des agents communaux, pardon, et que ce soit sur Fangaris ou sur d'autres espèces. Voilà, mobiliser largement avec une diversité de supports. Donc là, pour le moment, je trouve qu'on est pas mal entre les plaquettes, le futur poster, les films. Et puis, quelqu'un en parlait de vraiment associer les acteurs locaux dès le début de la démarche pour pas que ce soit senti comme imposé et obligatoire. Et là, on sait qu'à ce moment-là, ça fonctionne quand il y a un investissement à la base de l'échelle, en fait. Voilà, je vous remercie. Je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Valériane, c'est un projet très complet, effectivement super intéressant, et le mot que j'ai, moi, c'est donner du sens, en fait. Vous êtes arrivé, justement, j'ai l'impression, voilà, en travaillant un peu avec les habitants, effectivement, ces associations locales, etc., à expliquer pourquoi il y avait, pourquoi vous faisiez ces choses-là, pourquoi c'était important de les faire. Et du coup, enfin, on voit que c'est très, très important, le dialogue et la relation humaine, en fait, avec les gens sur le terrain, les acteurs locaux, comme tu disais. Et j'ai l'impression que vraiment, oui, ça te tient à cœur de faire ça et que vous l'avez fait vraiment dans les règles de l'art, en fait, en essayant d'associer vraiment le plus de personnes possible et de vraiment donner du sens à votre projet. Donc, super. Juste une petite question, du coup, par rapport au court-métrage. Est-ce que tu as juste des liens WeTransfer ou est-ce que vous les avez mis sur une chaîne YouTube ou autre? C'est pour voir si éventuellement on peut faire le relais dans le cadre du coup de notre page ARB, puisqu'on met les présentations et on met l'enregistrement de la vidéo d'aujourd'hui et on met des fois des ressources quand il y en a. Donc éventuellement, on peut faire le relais. Je peux te les communiquer sans problème. Je ne sais pas manipuler WeTransfer pour que le lien reste permanent. Donc, je crois que ça n'existe pas. Hein. Donc, la question. Après, alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. La page YouTube du réalisateur, Pascal Gobert, qui avait à un moment donné diffusé ce film. Mais je ne sais pas si c'est encore disponible. Mais bon, je lis sans problème. Oui, voir effectivement comment on peut faire peut-être pour qu'elle soit plus facilement accessible et sur du long terme. Merci en tout cas. Vous avez des questions pour Valériane? Pardon, après cet exposé très complet, qui du coup arrive presque timing. Concernant les nids de fourmis, oui. Dans la durée, quel suivi vous pouvez mettre en place? C'est une excellente question parce que ça dépend aussi de la disponibilité de l'agent du département Cyril Soustel. Ce n'est pas un protocole qui est facilement réalisable seul. Il faut quand même, il y a beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de logistique.
Donc, voilà, pour le moment, on devait le refaire en 2020, et puis 2020, Covid, et ben, pas de fourmis. On voudrait le mettre en œuvre parce qu'on a un état zéro, entre guillemets, des fourmis présentes, des espèces de fourmis présentes sur la zone où on a fait les travaux, et de voir maintenant, post-travaux, si on a le même cortège, en fait. Donc, c'est dans les tuyaux, si j'ose dire. Mais pour le moment, voilà, on n'est pas... Malheureusement, je ne travaille pas, ou heureusement, je ne sais pas, je ne travaille pas que sur ce dossier, donc c'est parfois difficile d'arriver à tout conjuguer. Et les travaux, ils datent de quand exactement, du coup? Travaux, ils ont commencé fin 2017 et se sont terminés janvier 2019. Ok. Ouais, parce que je pensais en termes d'installation, si tu voulais étudier l'installation de nouvelles espèces, parce que ça peut prendre du temps sur les fourmis, hein, c'est un peu les poids lourds, c'est un peu les poids lourds diesel des écosystèmes, enfin des insectes. C'est le temps d'installer les reines, le temps de développer, donc ça prend quelques années. Donc dans tous les cas, c'est pas un problème si tu fais pas ça tout de suite après ton. Mais là, effectivement, 5 ans après, ça peut valoir le coup. Ouais. 5 ans après les travaux, ça peut valoir le coup, effectivement. Donc je croise les doigts pour que 2022, Cyril Soustelle puisse être disponible pour ça, quoi. Celui aussi, il fait beaucoup de protocoles, donc... les deux petits mots, Julie, je ne te les ai pas donnés, je suis désolée. Le premier, ça va être émerveillement, parce que j'ai beau connaître quelques espèces, à chaque fois que je les observe, c'est toujours la diversité de couleurs, de formes, voilà, je mettrais poésie avec émerveillement, je pense. Et puis de l'autre côté, il y a la fragilité qu'entraîne cette poésie. Oui, j'ai fait un bac littéraire, ça se sent. Hein. Ah, j'avais le micro coupé. Je disais, je l'ai rajouté. Merci beaucoup. Oui, pour compléter les propos de Valériane, simplement dire que effectivement, le protocole fourmi, et je pense que ça vaudrait le coup de le mettre en place là, bientôt, puisqu'on a vu que le facteur limitant n'était pas l'origan, et peut-être que c'est justement les fourmis hôtes qui sont le facteur limitant. Et donc, revoir si justement, si sur les zones qui ont été réouvertes, s'il y a bien les nids qui sont présents, quoi. Voilà. Donc, effectivement, ça pourrait être une des priorités sur ce dossier. Et pour compléter, alors pas sur Fangaris, mais ce travail-là de concertation locale et de communication, eh ben, sachez qu'on entame ce travail-là sur les odonates maintenant. Donc, il y aura bientôt des supports de communication sur les odonates d'intérêt communautaire. Donc, voilà. La gestion va être plus compliquée, je pense, mais bon, on a aussi de très belles espèces. Donc, voilà. Il y a déjà des inventaires qui ont été conduits. Le volet connaissance est à bloc. On passe à la suite maintenant. Ah. Tu as un collègue qui arrive, je crois, Valériane, un peu à la fin. Ça serait pas Juan Pablo? C'est sur la fin. Bonjour. Tu arrives pour la conclusion? C'était toi qui devais conclure? Non, c'est un soutien psychologique, voilà. Laurent, tu voulais reprendre la parole? Je vois que la main est levée. Oui, merci Julie. C'était juste une question liée à Natura par rapport à l'usage des financements. Et je me demandais, est-ce que sur le site en question, parce que bon, c'est une histoire que j'ai déjà entendue, hein, alors je ne sais plus si c'était toi ou d'autres, mais c'est quelque chose effectivement depuis plusieurs années, j'avais déjà entendu parler de ce que vous faisiez, mais je ne me rappelle plus, est-ce que les papillons sont un enjeu prioritaire dans le DOCOP par exemple? Et non, et c'est ce que je disais au début de la présentation, c'est qu'on se sert de Fangaris en termes de représentation au public, aux acteurs, on va dire, aux acteurs locaux, mais on travaille sur les... Moi, mon temps est justifié parce que je travaille sur des habitats de la directive. D'accord. Pas pour l'espèce, en fait. Et là, on est un peu borderline, on va dire, mais bon, pour le moment, ça fonctionne. Donc, quand moi, je sollicite DDT et du Gard pour des projets de contrat Natura 2000, je le fais sur les habitats d'intérêt communautaire, mais j'ajoute le volet vous avez une espèce en annexe 4, il y a des enjeux, etc. Et j'essaie de raccrocher les wagons de façon à ce
que tout soit bénéfique. Mais ça donne un peu plus de poids au contrat que juste dire on va réouvrir les milieux et peut-être que les propriétaires, au bout de 5 ans, voilà, alors que si à l'enjeu Fangaris, il y a une sensibilisation qui est un peu plus facile, et du coup une appropriation par les propriétaires en contrat sur la durée. Du coup, ouais, ça veut dire que effectivement, l'enjeu de votre site, il est sur les habitats d'intérêt communautaire. Vous avez des priorités une sur la gestion de ces habitats. Et lorsque vous faites le dialogue avec les services de l'État, c'est des choses que vous faites, on va dire, carte sur table quand même. Vous dites, enfin, je sais pas comment ça se passe, les relations avec la DDT pour chez vous. Très bien, ouais, donc, ouais. Non, mais c'est parfait, c'est très bien, ouais, c'est plutôt chouette. Ok, merci pour cette précision. Je ne verrais pas l'intérêt d'avoir un tel projet où on sollicite tout un réseau d'acteurs et on implique le territoire si à la DDT, on leur faisait des menteries à leur dire oui, c'est juste pour... voilà, on est dans une concertation et une transparence, en fait. Et je pense qu'on œuvre tous pour la biodiversité. Ça devrait être notre leitmotiv principal et essayer de faire fi de tout ce qui est politique et tout ça. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, moi, j'essaye de passer outre cette dimension politique et de vraiment rappeler, attention, je travaille pour les habitats et les espèces et pas pour votre réélection ou pas pour... Donc, transparence, ouais, j'essaye. J'essaye. Ouais. Non, mais l'exemple est intéressant parce qu'on se pose souvent la question, on est plusieurs animateurs Natura 2000 autour, là. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question de quand on veut s'intéresser à un sujet, mais qu'on est freiné parce que les budgets, ça va que sur les priorités 1. Enfin, moi, c'est un gros souci qu'on a depuis plusieurs années. C'est que les services de l'État ne financent que des priorités 1. Donc, si jamais on a une priorité 2, voire 3, alors là, c'est même pas la peine, on ne peut pas obtenir d'argent. Soit on peut le faire en régie. Voilà. Donc, on a le droit de se former et de faire en régie, mais on ne peut pas faire appel à des experts. Et c'est souvent ça qui est le plus intéressant, et donc dépenser de l'argent là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas évident de gérer cet aspect-là. Donc, tant mieux pour vous si vous avez cette possibilité de raccrocher. Les financements qui ont permis les travaux ne sont pas des financements Natura 2000, ce sont des financements TEPCV, de l'autofinancement du syndicat, donc des communes adhérentes, et c'est mon temps de travail qui est payé par Natura. Donc, officiellement, ce projet ne coûte rien à Natura 2000, excepté les films que là, il a fallu argumenter un petit peu, mais voilà, là, je crois que j'ai la chance d'avoir une relation de confiance avec Sylvain Matteux à la DDT et qui sait que si je lui propose un projet, il va avoir une réflexion globale et c'est pas juste se faire plaisir en faisant une étude, il va avoir derrière la gestion, il va avoir de la communication, il va avoir une appropriation territoriale et jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc je le remercie, Sylvain Matteux, parce qu'on arrive à bien bosser ensemble et même s'il faut parfois négocier sur les odonates, là, je vous parlais de la mise en œuvre d'un suivi des odonates d'intérêt communautaire sur les 2 sites, Vallée du Galaison, Haute-16. 3 années d'inventaire fait en régie grâce à Cyril Soustel qui nous a formés. Et maintenant, il faut passer à un suivi concret. On a sollicité Stéphane et Lopi. Il a fallu justifier pourquoi on voulait faire 5 ans, dans quel cadre. On a justifié qu'on n'était que dans interne et auto-formation. Et en fait, on reprend les arguments, comment dire, la DDT va nous dire, par exemple, que oui, c'est important que vous vous formiez en interne, c'est important de faire de la régie, il faut que vous ayez la main sur toutes les actions. Et quand là, on vient proposer un suivi de 5 ans, oulala, ça va faire beaucoup de temps, ça va faire beaucoup d'argent financé en temps de travail, etc. Et ben, on retourne les arguments de la DDT. Oui, mais si on prend une prestation, ça va vous coûter plus et on n'aura pas l'appropriation du territoire. Donc, voilà, si ça peut t'aider à des fois à avoir des financements, Laurent, faut leur renvoyer en fait ce qu'ils proposent parce que... Pour le coup, moi, j'ai pas le problème de la régie. Au contraire, ils sont ravis quand on fait tout en régie, même sur 5 ans, même si je leur proposais un truc sur 5 ans, 10 ans et passer une partie du temps à faire en régie, ça, c'est pas un problème pour nos agents ici. Non, la vraie difficulté, c'est plutôt d'aller sur des sujets où on n'a pas l'expertise ou alors sur des sujets qui peuvent être intéressants mais qui effectivement sont pas en priorité 1. Et pour le coup, moi, j'ai pas une ZSC où c'est l'habitat qui est prioritaire. Donc, du coup, notamment, si je voulais m'intéresser à Fangaris ou même d'autres, ça serait pas possible, quoi. Donc, voilà, c'est un peu cette limite-là. Mais bon, ça dépasse largement le sujet ici. Hein, c'est plus lié à Natura 2000. Mais merci pour ton retour, du coup. Je t'en prie. Oui, pour compléter l'aspect financement, en fait, faut
faut vraiment utiliser tous les leviers, hein. Quand il y a eu l'évaluation des PNA qui ont été réalisés en 2018, 2019 et 2020, hein, pour les 3 PNA, il y a une évaluation qui a été faite justement sur les aspects financiers et il faut vraiment utiliser tous les leviers. Les sources de financement, elles sont multiples et il y a la pédagogie bien sûr à faire auprès des collectivités et des services de l'État qui sont les principaux financeurs, mais il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres structures, il y a des choses qui peuvent être faites en régie, il y a aussi des choses qui peuvent être autofinancées, etc. Donc, il faut vraiment utiliser tous ces leviers et toutes les actions qu'on peut être menées sur les 3 PNA au niveau national. Dans chaque région, il y a eu plein de leviers qui ont été utilisés et des actions qui ont été mises en œuvre. Donc, c'est important de faire de la pédagogie aussi auprès des élus, hein, des acteurs. Ça, c'est ce qu'a bien démontré Valériane au cours de son exposé. Il faut vraiment que les locaux, les élus s'approprient le projet aussi. Et ça donne du PEPS à des soutiens financiers éventuellement auprès, que ce soit du département ou de la région. Merci. Il est 10h40. Je vous propose de conclure. Moi, je vais vous envoyer du coup en suivant les présentations qui ont été faites aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des participants, hein, si vous souhaitez continuer du coup à échanger suite à cette première prise de contact. C'est aussi le but, hein, de mettre en contact les personnes qui travaillent sur des sujets similaires. Vous pourrez retrouver sur notre site internet de l'ARB, du coup, d'ici quelques temps, les présentations faites aujourd'hui, donc l'enregistrement du webinaire. On essaiera de voir, Valériane, je te contacterai pour peut-être mettre les courts-métrages, du coup, en ressources aussi sur cette partie-là. Voilà, et je vous remercie donc du coup à tous pour votre participation et votre implication. Et je vous souhaite